C'est bon. Bonjour. C'est pas très fort, j'espère. Il y a, il y a pas beaucoup de monde. On aurait pu prendre une salle beaucoup plus petite. C'est normal, après le déjeuner, tout le monde s'en va. Donc, bonjour, je m'appelle Youssef Achabani. Euh, je représente aujourd'hui Dell. Je suis le Regional Sales Manager vidéosurveillance IoT et Smart Cities. Je fais partie de la division OEM chez Dell. On est une division spécialisée dans tout ce qui est solutions spécifiques, dont la vidéosurveillance fait partie de notre portefeuille et la partie Smart City. Je sais que c'est un peu difficile après le déjeuner. J'étais beaucoup plus habitué à être de l'autre côté. Donc, je vais essayer d'être léger as much as I can. Je vais vous présenter un peu l'équipe. Donc, nous avons chez Dell une équipe dédiée qui couvre la région META. Donc, il y a Nuzha avec moi, il y a Zakaria qui est notre système ingénieur. Nous avons aussi mes collègues qui couvrent l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Middle East. Avant de voir un petit peu, de partager avec vous quelques chiffres, faut dire aujourd'hui que la problématique de la Smart City est un sujet très complexe qui n'est pas simple. Je suis aujourd'hui pas pour faire, c'est-à-dire pour vous enseigner quelque chose, mais pour partager avec vous un certain nombre d'idées et échanger avec vous. Surtout si vous avez des idées, essayez de m'interrompre, j'ai pas de problème. Donc, comme ça, on fait un petit peu quelque chose de plus interactif et de rendre ça un débat intéressant pour tout le monde. Je vais commencer à partager avec vous quelques chiffres. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro, parce que je voudrais vous impliquer un peu ici. Et on va jouer un jeu dans lequel je vous demande de me dire c'est quoi le chiffre, c'est-à-dire il représente quoi pour vous dans la thématique de Smart City. On va commencer avec le premier, 70%. C'est quoi pour vous ce chiffre-là? Ça pourra être quoi? C'est en rapport avec la ville dans l'avenir. Pas de des outils? Non. Question pour un champion. Hein? L'évolution 2, tu es à côté. Non. Tu es presque. Je peux lui donner le micro. Donc, ça pourrait être quoi, 70%? Eh bien, je réponds. Oui, oui. C'est bon? Donc, 70%, c'est la population urbaine en 2050. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est à peu près 7 milliards d'habitants, dont la grande partie vit dans les villes. En 2050, les 7 milliards vont vivre dans les villes. Donc, ce qui fait que ça a un impact. L'urbanisation va s'accentuer davantage, donc va continuer sa progression. Et donc, les villes vont continuer de grandir et on peut le sentir à Casa, Rabat, partout. Les villes continuent de s'agrandir. Donc, on va avoir beaucoup plus de population urbaine dans l'avenir. Maintenant, 2 milliards. Non, c'est des objets connectés. Non. Vas-y, un autre. Ce qu'il y a un autre pour répondre, c'est que ça doit être quoi, 2 milliards? Dans l'avenir. Ça va être dans l'avenir. J'aurais dû ramener un XPS du catalogue Dell comme prix, comme ça j'aurais plus d'interaction. Personne? C'est en rapport avec la mobilité. C'est le nombre de voitures dans la planète en 2035 compte 1,4 milliard aujourd'hui, donc c'est 40% en plus de voitures. Quand on sait ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on a comme parc automobile aujourd'hui, on peut imaginer les contraintes que ça peut avoir
dans l'avenir. Maintenant, le troisième chiffre, 2549 heures. Ça nous concerne tous, automobilistes. Ça représente quoi? 2? Non. On doit conduire beaucoup plus. C'est un temps perdu. C'est 106 jours, c'est l'équivalent de 6 congés payés légaux au Maroc. C'est quoi? C'est le temps perdu par un automobiliste durant sa vie pour trouver une place de parking. Donc, on dépense 106 jours de notre vie à trouver une place de parking, ce qui représente notre congé légal pendant 6 ans, ce qui est énorme. Et il faut dire aujourd'hui que pour une ville, la problématique du transport est en grande partie une problématique de parking. J'ai ramené les chiffres pour les partager avec vous, pour vous donner un peu une idée sur l'ampleur de la chose et sur la nécessité pour les villes d'agir pour devenir intelligentes dans l'avenir, c'est-à-dire de commencer la réflexion de manière sérieuse. 1,6 trillion de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est quoi? No guess. C'est? Pardon? Non, on a les solutions. Je vais montrer les solutions après. Non, c'est pour chacun de nous, dans notre vie, on vit des choses, mais on se rend pas compte de l'ampleur parfois des choses, c'est-à-dire le temps perdu dans le stationnement, à conduire une voiture, etc. J'ai partagé ça avec vous c'est-à-dire pour donner des chiffres qui vous seront utiles, c'est-à-dire pour pousser la réflexion et pour les partager aussi avec des clients finaux, avec des décideurs, etc. Donc, 1,6 trillion USD, c'est la dépense, l'investissement total engagé par les villes pour devenir intelligentes en 2020. Et le chiffre, le marché potentiel de la Smart City en 2026 est évalué à 3,4 trillions USD. Donc, ça, c'est juste c'est ça, pour partager un peu avec vous des trends, des chiffres clés concernant les villes. Maintenant, pour la ville intelligente, il faut dire qu'il n'y a pas de définition équivoque et consensuelle sur le concept. C'est quoi une ville intelligente? Il n'y a pas une seule personne qui peut venir vous dire voici ce que c'est une ville intelligente. Donc, il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'éléments à prendre en considération, un contexte à adapter à chaque fois, c'est-à-dire une ville intelligente au Maroc ne serait pas nécessairement n'aura pas besoin des mêmes outils, des mêmes fondements qu'une ville en Amérique ou qu'une ville en Asie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concept ville intelligente désigne de manière générale la façon avec laquelle on va utiliser les nouvelles technologies de l'information pour la gestion publique d'une ville et pour répondre résoudre ces problématiques de chaque jour. Là, c'est pour imaginer un petit peu, ça c'est la ville comme pourra se représenter dans l'avenir. Donc, il y a quelques éléments, je ne vais pas trop aller sur le détail. Donc, les éléments les plus importants, donc, il y aura beaucoup plus de mobilité autonome, beaucoup plus d'infrastructures V2X, donc Vehicle to Everything, c'est-à-dire les véhicules vont communiquer avec des capteurs dans l'environnement. Et l'idée, c'est d'avoir moins de mortalité, des trajets plus rapides, etc. Beaucoup plus d'énergie renouvelable, la santé et la sécurité publique. Donc, la sécurité publique drivée par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est government as an app, c'est-à-dire l'OpenGov, permettre aux citoyens d'interagir en l'absence du papier, sans se déplacer, etc. Tout ce qui est analyse prédictive et télémédecine, surtout pour pallier à des problématiques liées à la possible présence de pandémies, d'épidémies, etc. Et tout ce qui est collecte de déchets basé sur l'IoT, etc. Donc, cela pourra être une image possible de la ville dans quelques années. Bon, aujourd'hui, il faut dire que pour avoir ça, pour atteindre ce résultat, il faut poser les fondations aujourd'hui. Donc, une ville, donc on a 4 images. Donc, une ville intelligente, c'est une ville cognitive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une ville
dans lesquelles il y a de l'adaptation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, on va pouvoir s'adapter facilement. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de la mobilité. Donc, lorsqu'on a sur une rue un accident, les mécanismes déployés doivent permettre une gestion quasi automatique de la situation. C'est-à-dire, on va adapter l'affichage dynamique, on va alerter les forces de l'ordre, les secours, etc., de manière automatisée, c'est-à-dire sans intervention humaine. Il faut dire aujourd'hui, si on prend le cas de Casablanca, lorsqu'un accident se produit, on vient sur site, il y a le constateur, il y a la communication avec la police qui ne communique pas avec les secours, qui ne communique pas avec la santé, etc. Donc, une ville cognitive va permettre de faire tout cela de manière quasi automatisée. Donc, c'est une ville aussi pan-sociétale. Cela veut dire quoi? C'est une ville whole of a society. L'idée, c'est quoi? C'est que le secteur public, le secteur privé et les citoyens vont être impliqués tous et vont travailler ensemble pour gérer la ville et pour donner les résultats. C'est une ville zéro déchet et c'est une ville carbone positive, donc tout ce qui impacte sur l'environnement. Donc, dans lesquels il y aura on va dire les principaux éléments, je ne vais pas aussi aller dans le détail. Donc, un transport en commun intelligent, intervention d'urgence en temps réel, connaissance de la situation, infrastructure intelligente, etc. Donc, j'en passe. Je ne vais pas y aller sur le détail de chaque chose. Après, il faut dire ça, c'est valable pour nous. On peut être des intégrateurs systèmes, des partenaires, des éditeurs. Et c'est le message qu'on doit transmettre aux décideurs, aux gens qui gèrent aujourd'hui les villes, c'est que la transformation numérique d'une ville est un parcours de plusieurs années. C'est-à-dire c'est une réflexion qui doit être continue dans le temps. On ne peut pas venir aujourd'hui et dire « Bonjour, je veux transformer la ville de Casablanca et la rendre intelligente ». Ça ne se fait pas en un seul projet, ça ne se fait pas d'un seul coup, c'est un processus de réflexion et de mise en place continue dans le temps. Donc, il faut retenir dans ce processus-là 3 principes essentiels. Donc, il faut avoir l'objectif sur le résultat, c'est-à-dire outcome focus, dirigé avec le problème à résoudre, c'est-à-dire il faut définir les problèmes et aller chercher des solutions pour ces problèmes réels. Collaboration, donc comme on avait dit, il faut une collaboration entre le secteur public, le secteur privé, mais il faut aussi impliquer les citoyens dans les choix et dans la mise en place des politiques. Et feuille de route de la meilleure technologie à retenir, donc il faut bien décider les technologies sur lesquelles on va partir, ce qui doivent être évolutives, prêtes pour le futur et ouvertes. Aussi, ça c'est toujours dans l'idée de ce parcours unique. Chaque ville a un parcours unique. Donc on démarre avec un état existant et on veut atteindre un état final qui est notre idéal attendu. Donc il y a plusieurs points de départ. Chaque ville est différente. Chaque ville a un existant différent. Il y a différentes priorités de résultats. Donc il y a des villes qui vont se concentrer sur la partie sécurité en priorité. Il y a d'autres villes qui vont privilégier la mobilité. Il y a d'autres villes. Et en fonction du contexte, chaque ville aura une approche différente des problèmes. Il y en a qui vont attaquer des verticaux spécifiques, c'est-à-dire on va rendre la mobilité intelligente. Il y en a d'autres qui vont préférer mettre le socle général et après mettre des blocs pour arriver au résultat attendu. Et il y a aussi différents modèles de financement et de gestion. Parfois, une ville pourra s'autofinancer elle-même. Parfois, il fait recours à des financements externes. Parfois, c'est du PPP, donc partenariat public-privé. La gestion aussi, parfois, c'est une gestion par la ville elle-même. Parfois, c'est une gestion déléguée. Donc, tous ces paramètres-là, il faut les prendre en considération. Et l'idée, c'est de commencer petit, mais construisez une base pour évoluer. C'est-à-dire, c'est que dans cette transformation numérique que va opérer la ville, il faut commencer par des cas de figure qui sont simples, qui sont petits et sur lesquels on va construire dans la continuité. Mais il faut, lors de ce déploiement ou lors de ces décisions de mettre en place ces systèmes-là, il faut mettre en place le socle pour quelque chose qui va évoluer. Sinon, on risque de créer des silos de systèmes. C'est-à-dire, je vais faire
la sécurité urbaine de la ville, je déploie un système fermé. Cela ne va pas me permettre dans l'avenir de construire quelque chose puisque j'ai déjà créé un silo. Il est non communicant. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion-là. Après, donc ça, c'est la vision de Dell pour la ville numérique. Donc, on parle de ville intelligente. Nous, c'est l'implémentation numérique de la ville qui va permettre justement de créer cette ville intelligente. Il y a on va dire, des blocs de cas d'utilisation. Donc, on a la ville sécurisée, Safe City, la mobilité urbaine intelligente, la santé des citoyens, tout ce qui est énergie renouvelable et durabilité, et tout ce qui est government as an app, donc tout ce qui est eGov et OpenGov. Donc ça, généralement, c'est des partenaires. Donc, c'est des solutions partenaires. C'est un VMS, c'est une solution de gestion de transport, etc., qui va venir se greffer sur la plateforme de Dell, c'est-à-dire sur nos équipements, sur nos technologies, pour créer une plateforme unifiée, moderne et prête pour l'avenir. Donc l'idée, c'est de créer des solutions autour d'une architecture commune. C'est un ensemble de principes de Dell. Et les gens vont commencer à déployer ces solutions en utilisant ces partenaires technologiques, parce que nous, on fait pas le tout, on est sur la partie infrastructure, mais on va pouvoir proposer le socle et les fondements pour créer ce déploiement qui va permettre d'avoir ce système, ce socle qui va pouvoir donner cette ville numérique. Ça, c'est le portefeuille de solutions. Donc, toujours dans on va dire les grandes problématiques ou les grandes solutions qu'on va avoir dans une ville. Donc, on a la partie sécurité, donc ville sécurisée. Donc, principalement ces trois éléments. Donc, la connaissance intelligente de la situation, situational awareness, le centre d'opération, l'utilisation de la vidéo, de l'analyse vidéo et des systèmes de gestion vidéo. Ça, c'est un socle. Le deuxième socle, on va les voir dans le détail. Le deuxième socle, c'est la mobilité urbaine, donc la sécurité routière, tout ce qui est application de la loi, c'est-à-dire radar de constatation de vitesse, etc. Tout ce qui est contrôle adaptatif du trafic et tout ce qui est aussi simulation et planification prédictive du trafic, on va le voir un petit peu dans le détail. Tout ce qui est aussi le socle vert et durable, donc c'est tout ce qui est énergie renouvelable et durabilité, et un socle relatif à la santé publique, donc tout ce qui est bien-être des citoyens. On va les voir dans le détail. Donc, ça, c'est les composants de la solution. Donc, on va dire que de bas en haut, on va dire, de la périphérie vers le cœur de la ville. Donc, on aura la couche capteur dans laquelle il peut y avoir des capteurs de son, des caméras de vidéosurveillance, des équipements IoT, etc., qui vont collecter des données. On va permettre à ces données-là de monter sur une couche traitement. À partir de la couche traitement, on a des composants d'infrastructure validés, c'est tout ce qui est médium entre le traitement et la partie logicielle, les logiciels de gestion, une couche analytique basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning, et tout ça va être présenté à une couche Integrated Operation Center pour tout ce qui est connaissance, intelligence de la situation et partage de l'information entre plusieurs entités, plusieurs éléments dans une ville. Donc voilà, c'est le capteur, couche infrastructure, compute, réseau stockage, et la couche IOC, analytique et gestion des capteurs. On va voir un petit peu dans le détail les 4 blocs ou les 4 socles qu'on a discuté avant. Si vous avez des questions, on est là c'est-à-dire pour échanger, si vous avez des idées, des questions. Donc pour la partie sécurité, ça c'est les défis. On va les revoir. Donc, l'urbanisation massive. Et il y a un point très important, c'est qu'il y a un lien étroit entre l'urbanisation et la criminalité. Donc, plus on est dans des zones denses, plus on a des taux de criminalité élevés. Donc, ça, c'est un défi majeur. On a aussi le défi des données. Donc, les villes génèrent
des données extraordinaires, c'est-à-dire le nombre de données que génère une ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aussi la partie sécurité de ces données, c'est-à-dire les citoyens aujourd'hui, ils sont de plus en plus méfiants quant à la manière dont on collecte les données et comment on les traite. C'est-à-dire les gens aujourd'hui veulent savoir comment les données sont collectées, où ils sont stockés, comment ils sont traités. Et on a aussi des problèmes liés au système déployé. Donc, on a des systèmes disparates, des déploiements indépendants, etc. Ce qui fait qu'on se trouve dans une situation où on a une hétérogénéité de systèmes. Pour répondre à ces défis, voici les résultats attendus d'une ville sécurisée. Donc, sécurité sur le campus, c'est-à-dire sur les bâtiments. Donc, il faut protéger les actifs, simplifier l'accès et la gestion des visiteurs, détecter et répondre aux accidents et aux urgences, avoir une vue et une connaissance de la situation en temps réel. Et il faut comprendre les tendances et le comportement des gens, des occupants, des visiteurs. Ça, en ce qui concerne la sécurité des bâtiments et des campus. La sécurité urbaine dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vue sur la situation dans la ville dans sa globalité, être capable de détecter et fournir une réponse coordonnée en temps réel aux incidents, avoir de la planification de la gestion basée sur les données, quand il s'agit par exemple de catastrophes naturelles ou d'événements spéciaux, donc comme sport ou activités culturelles, et avoir une approche prédictive de la prévention de la criminalité, des incidents de sécurité. C'est le cas, par exemple, lors des manifestations, lorsqu'il y a de la foule, il y aura la présence d'une foule, comment la gérer, comment la prédire, etc. Et cela en relation aussi avec la sécurité intérieure dans ses globalités. Donc, avoir une vue en temps réel, améliorer les capacités de renseignement et d'analyse scientifique en cas de criminalité, protéger les infrastructures nationales essentielles et assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Donc, ça, c'est les résultats attendus d'une ville. Ça, c'est par exemple les principaux cas d'utilisation de la sécurité dans un campus que vous devez tous connaître ou savoir déjà. Donc, tout ce qui est détection d'intrusion, détection de chute, analyse comportementale, protection périmétrique, contrôle d'accès, file d'attente, LPR, etc. Ça, c'est les principaux cas d'utilisation en sécurité urbaine. Donc, on a tout ce qui est objets abandonnés, perdus. Donc, on va utiliser l'analyse vidéo pour détecter ça. Donc, tout ce qui est caméra de surveillance, sécurité incendie, recherche de véhicules d'intérêt, centre d'opération et corrélation de données multicapteurs. Donc, on va faire communiquer tous les sous-systèmes pour donner une réponse unifiée à des problèmes. Et au niveau de la sécurité intérieure, donc les principaux cas d'utilisation, donc connaissance de la situation, surveillance des incidents, recherche de véhicules d'intérêt, surveillance des citoyens et de leur bien-être, enquête et investigation et mouvement non autorisé, c'est-à-dire dans certains endroits, etc. Les cas d'utilisation dans le détail sont nombreux, on peut les détailler. Moi, j'ai juste mis le focus sur les principaux cas d'utilisation. Pour la mobilité urbaine, donc tout ce qui est solution pour la mobilité urbaine, donc les défis, on les connaît presque tous. Donc la sécurité, donc 1,35 million de décès sur les routes signalés en 2018 dans le monde, ce qui est énorme, c'est une guerre. Les accidents coûtent 518 milliards de dollars dans le monde, ce qui coûte à chaque pays de 1 à 2% de son PIB annuel. Donc un pays qui fait 100 milliards de dollars perd 2 milliards de dollars à cause des accidents. Il y a aussi la congestion qui coûte aussi, qui a un impact important sur l'économie. Donc, plus de délais, plus de gaspillage d'énergie, de carburant, etc. Ça, on a pris des exemples de citoyens américains parce qu'on a les données. Donc, en moyenne, donc, les citoyens américains passent plus de 2 jours par an dans les retards de circulation. On ne doit pas être loin, par exemple, dans une ville comme Casablanca. Tout ce qui est efficacité énergétique, donc en moyenne, 74% de toutes les émissions carbone des transports proviennent du transport routier dans les villes, ce qui est tout à fait normal. Et le retour sur investissement, c'est-à-dire ce qu'on peut optimiser en adoptant une mobilité durable, pourrait atteindre 300 milliards de dollars par an. Et en grande partie grâce à l'optimisation de la consommation du gasoil et de l'énergie. Donc ça, c'est les défis. Les résultats attendus, donc c'est ce qu'on veut tous avoir.
Donc, plus de fluidité sur les routes, donc sécurité routière contrôle, donc gestion efficace des intersections, surveillance à distance en temps réel de la sécurité, détection et réponse automatique en temps réel aux infractions au code de la route, l'application automatisée des infractions, gestion des tickets, donc tout ce qui est infractions routières, etc., de manière automatisée. La surveillance du trafic routier, donc flux de trafic en temps réel, densité de véhicules, file d'attente de véhicules, intersections, la surveillance des tendances et la gestion des situations de circulation. Donc, comme j'ai dit, donc lorsqu'un accident se produit, par exemple, on doit avoir les moyens d'automatiser la réponse, de créer des solutions alternatives pour les gens pour qu'ils puissent se déplacer et plus rapidement. Il y a aussi toute la partie simulation et planification de la mobilité urbaine. Donc la planification basée sur l'analyse des données. Donc, il faut dire que lorsqu'on a un système de mobilité intelligente, ce n'est pas seulement la réalité de la chose, mais aussi la partie planification, parce qu'on a des données sur lesquelles nous pouvons baser la planification, les scénarios et les prises de décision qu'on peut prendre par la suite. Il faut dire qu'aujourd'hui, en l'absence de ça, on fait un master plan, on est devant des situations, et ça, on le vit tous, on crée des routes, 2-3 ans après, ils sont congestionnés. Parce que justement, on n'a pas une idée sur comment les gens se déplacent, c'est quoi les données que ça va être, etc. Après, ça, c'est mobilité, donc les principaux cas d'utilisation. Donc, on va détecter les embouteillages, on va s'intégrer avec les systèmes de feux de circulation, on va détecter les dépassements de vitesse, comptage, donc j'en passe. Ça, c'est presque les cas d'utilisation. Mauvaise direction, LPR, etc. Ville numérique, donc tout ce qui est durabilité et énergie renouvelable, donc au niveau du bâtiment et des campus. Donc là aujourd'hui, il faut dire que les bâtiments, les campus, les grandes structures dans la ville disposent de systèmes disparates d'automatisation d'énergie, donc il n'y a pas de communication entre les sous-systèmes. Je trouve dans un gros bâtiment, la climatisation ne communique pas avec la GTC, ne communique pas avec des systèmes tiers, etc. Donc, il n'y a pas moyen de les faire communiquer. Absence de base de référence pour comparer les performances et identifier les pertes d'énergie, c'est-à-dire on ne sait pas c'est quoi le rendement énergétique ou c'est quoi, par exemple, la consommation énergétique d'un certain type de bâtiment. Donc, on n'a pas de modèle, on ne sait pas ce que consomme un R plus 6 dans le centre de Casa. C'est quoi le modèle sur lequel on doit faire le référencement? Traditionnellement orienté vers un rétrocommissionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, on construit, après on pense c'est-à-dire à comment optimiser les dépenses énergétiques, c'est-à-dire on construit, on déploie les systèmes, etc. Et après, on fait un rétro-commissionnement, c'est-à-dire on revient en arrière. Manque de diagnostic, capacité de prédiction, absence de vue unifiée sur le portefeuille de construction. Et bon, les solutions doivent être plus sécurisées, conviviales d'un point de vue informatique. Donc, il faut proposer quelque chose de convivial pour l'utilisateur. Après, c'est les résultats attendus. Donc, bâtiments qui peuvent prévenir quand il y a un problème. Donc, ça, on va faire de la maintenance prédictive. On va planifier la maintenance au lieu de répondre à des urgences. Donc, on va savoir si les capteurs fonctionnent, si les systèmes fonctionnent correctement, si après 6 mois, on aura besoin de réparer ou de remplacer tel ou tel équipement. On va pouvoir mesurer la productivité d'un bâtiment. On va réduire la consommation d'énergie. On va optimiser l'espace, etc. Donc, ça, c'est tout ce qu'on attend d'un bâtiment intelligent. Après, c'est les principaux cas d'utilisation. Donc, tout ce qui est surveillance des défauts, donc GTC par exemple, GTB, intégration des systèmes. On va analyser la consommation d'énergie. On va faire du contrôle pour les équipements, maintenance prédictive, tout ce qui est sécurité, contrôle des équipements, intégration, sécurité des appareils. Et jumeaux numériques, ça c'est valable pour le campus et valable aussi à l'échelle de la ville. C'est quoi un jumeau numérique, digital twin? C'est qu'on va être capable de créer une copie numérique de la ville ou d'un bâtiment. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des scénarios sur ce modèle numérique qu'on va pouvoir appliquer. C'est-à-dire, on fait le twin, on réalise nos simulations, nos prévisions, nos prédictions. Après, on se rend compte des meilleures pratiques qu'on doit appliquer. Après, on revient dans la réalité pour injecter ce qu'on a testé sur le twin numérique.
Solution de santé publique, ça, après Corona, s'est accentué. Donc, le besoin pour une ville de prédire les problèmes liés à la santé publique, c'est même devenu, la situation c'est même devenu critique après le Covid. Donc, les résultats attendus dans ce pilier, c'est avoir de la dépistage à la périphérie, c'est-à-dire il faut mettre en place les équipements pour faire du dépistage automatisé à distance, à grande échelle. La recherche des personnes basée sur l'analyse vidéo pour identifier les contacts secondaires, pour donner une détection précoce. Connaissance de la situation au niveau, par exemple, des organes gérant la ville, comme le conseil municipal, les agences de santé publique, etc. Donc, on va repérer, surveiller les clusters d'épidémie, on va faire le suivi de contrôle et suivi le contrôle dans la rue, et on va donner une réponse coordonnée avec des procédures opérationnelles. Réponse intégrée, donc on va faire communiquer un ensemble d'acteurs. J'ai dépassé. Je vais aller plus vite. Ok, donc ça c'est pour la. Je vais essayer de faire plus vite. Ça, il faut dire que chez Dell, il y a un programme qu'on appelle Digital Accelerator. Donc c'est l'accélérateur numérique. C'est en relation avec les centres d'opération. Donc nous avons un ensemble de pratiques, de technologies et de produits pour mettre en place et pour aider les villes à atteindre ce niveau c'est-à-dire à réussir la transformation digitale. Donc c'est en grande partie la technologie et l'infrastructure d'elle, couplée avec des partenaires validés, un certain nombre de connaissances et une implication précoce dans le processus. Je vais essayer d'aller vite pour aller justement directement sur la partie proposition de valeur. Ça, c'est notre valeur ajoutée maintenant, c'est Dell. Donc, pour aider la ville, les villes, dans leur parcours de digitalisation numérique, de transformation digitale, on propose ces valeurs, c'est-à-dire ces éléments, ces key elements, donc des solutions testées et validées, c'est-à-dire nous travaillons déjà avec des partenaires, on va pouvoir conseiller sur le meilleur partenaire à choisir. Donc, on a un meilleur écosystème de partenaires ASV, donc de solutions logicielles. On va se baser sur des partenaires locaux, des intégrateurs systèmes, une expertise qu'on a développée dans plusieurs projets, une architecture ouverte, un modèle de financement aussi, donc DFS, Apex. Apex vient, je pourrais en parler 1 heure pour l'Apex, je ne vais pas le faire. DFS, c'est Dell Financial Services. Nous avons des capacités pour aider dans tout ce qui est financement. D'accord? Donc, nous avons cela, on peut l'utiliser. On est le premier fabricant IT dans le monde. Beaucoup d'implémentation. Le focus chez nous, c'est de fournir des résultats sur des problèmes réels. Donc, voilà, prévisibilité de performance, solution efficace, tranquillité d'esprit pour les clients. Ça, c'est l'architecture de référence de Dell. Je vais essayer d'être rapide. Donc là, la couche capteur, c'est ce que j'ai expliqué. On va injecter, les données sont collectées, sont traitées. On va ensuite les envoyer vers le centre de données. Et à partir du centre de données, on va envoyer des métadatas, c'est-à-dire le résultat des traitements au centre de contrôle qui va permettre qui va pouvoir prendre des décisions sur les scénarios, sur les problématiques, etc. Donc, je vais passer très vite. La ville de Las Vegas, donc ça c'est les défis de la ville. On a proposé des solutions avec NTT et voici les avantages que nous avons pu produire pour ce cas de figure. Il y a un cas de figure aussi très rapide, c'est la planification dans la ville, c'est-à-dire au niveau d'une ville, on peut avoir ce scénario-là où on peut faire de la planification, c'est-à-dire on prévoit de faire de la maintenance. Donc on va choisir sur une plateforme le scénario et on aura l'impact avant le scénario, après ce que vous voyez en rouge, c'est la congestion que va résulter d'une fermeture d'une intersection routière, par exemple, ou d'une route. Donc, l'intérêt, c'est d'utiliser les données de trafic en temps réel pour planifier les flux de trafic pendant la maintenance, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Par exemple, et on peut faire aussi de la planification stratégique des infrastructures de transport à long terme. On va se dire, on veut construire
un nouveau quartier de 1000 maisons avec 2,4 personnes par ménage. Et c'est-à-dire sur le Twin Digital, on va pouvoir voir l'impact, c'est-à-dire on aura quoi comme congestion, et on va pouvoir se dire qu'on doit planifier peut-être plus de routes, plus il faut développer plus d'artères, etc., pour décongestionner s'il n'y a jamais une congestion. Donc, c'est un peu ça. Merci pour l'intérêt. Je sais qu'après le déjeuner, ce n'est pas facile. Je vous remercie. En tout cas, sachez qu'on est là pour vous aider et aider aussi les clients finaux. Et merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il reste encore plus de questions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.